Paul Jouan, je suis rédacteur en chef de l'édition cette année de Chicane, que vous voyez ici, du numéro qui s'est intitulé « La croisière à Marseille en débat, un rêve dépassé ». Donc cette année, l'équipe a été composée de toutes les personnes que vous voyez ici, là-haut, toutes nos rédactrices que vous verrez tout au long de cette conférence, donc Margot, Laura, Winona, Péroline, Irène, Philippine, ainsi que Sarah et Marie. Je salue également à ce titre Samuel Guetta et Anna Rousseau, les respectivement directeurs de la publication et directeurs de la rédaction, ainsi que la direction du Master en journalisme, grâce à qui ce projet a pu lieu. Donc, je tiens à saluer Magali Donjon qui est présente ce soir dans la salle. Nous avons 3 intervenants. On va commencer d'abord par Jean-François Suas, qui est le président du Club de la Croisière de Marseille. Laurent Lardit, qui est l'adjoint au maire de Marseille, en charge, entre autres, du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable. Monsieur Rémy, vous êtes militant au collectif Stop Croisière. Ma question est la suivante. Avec plus de 2 millions de croisiéristes à Marseille et dans la région, le tourisme engendré par les croisières a-t-il un réel impact pour vous sur l'économie locale ? L'économie de la croisière, je veux dire que quand on est dans un port, et moi sincèrement je suis portuaire d'abord, il y a toutes sortes de bateaux qui rentrent. Donc les paquebots sont des bateaux qui génèrent une économie très importante pour la partie industrielle et portuaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des bagagistes, il y a des pilotes, il y a la réparation navale, etc. Donc ça, c'est tout un pan et c'est le principal. C'est le principal de l'économie de la croisière. Par contre, après, contrairement à tous les autres bateaux, ils ont aussi un impact en tant que touristes. Les gens arrivent soit le matin, ce qu'on appelle des passagers en transit, et repartent le soir. Et un deuxième type de touristes, un peu plus rémunérateur, que vous connaissez, ce sont des francophones ou des Français qui arrivent la veille ou 2 jours avant et qui vont passer au moins une nuit ou peut-être plusieurs sur notre territoire. Voilà ce que c'est l'économie de la croisière. Donc effectivement, on s'articule autour de 2 sujets, un sujet purement touristique, un sujet purement industriel. Le rôle d'un élu, c'est d'appréhender les sujets de manière objective, de manière à être capable ensuite de prendre des décisions dans l'intérêt général. Et dans un débat comme celui des croisières par exemple, c'est ce qui doit animer l'élu qui au départ se meut sur la base d'un mandat qui ont été donnés par les électeurs. Et il se trouve que le mandat que les Marseillais ont donné au printemps marseillais était assez clair sur un certain nombre de sujets, dont celui de la croisière. Alors si on reste strictement sur le sujet des études, c'est vrai qu'on a été amené, nous, à contester ces études. On sait qu'entre 30 et 70% des passagers restent à bord des bateaux. On va mener des études, et je le rappelle, objectives. C'est-à-dire que nous, on a besoin de savoir combien dépensent ces touristes sur le territoire marseillais. Moi, j'ai aucun intérêt à dire qu'ils dépensent que 20 € s'ils en dépensent 50. Simplement, on a jugé que ces études ne prenaient pas en compte une méthodologie suffisamment sérieuse. Il y a un parallèle assez extraordinaire à faire d'ailleurs sur le sujet des compagnies aériennes low cost. Et c'est exactement le même modèle économique. C'est-à-dire qu'un passager qui a payé 700 € pour sa semaine, la compagnie, lorsqu'elle embarque son bateau plein, elle perd de l'argent. Donc elle gagne de l'argent comment ? C'est ça la question. C'est le même système qu'on a vu dans d'autres secteurs économiques, c'est-à-dire une sorte de mise en bulle des passagers. J'ai un cariste qui m'a expliqué très clairement, moi je facture 9 € le siège de bus pour faire l'aller-retour à Marseille. Le croisiériste le revend 16 €. Qu'est-ce que vous croyez qu'on prend en compte dans les retombées économiques ? On prend les 16 €, mais dans ces 16 €, il y en a 7 qui ne vont pas dans la poche des Marseillais, qui ne vont pas dans la poche de l'économie marseillaise, qui vont directement dans la poche de la compagnie. Exactement comme lorsque vous avez un ensemble de croisiéristes qui, en groupe, vont aller traverser les Galeries Lafayette. Ils ne traversent pas par hasard les Galeries Lafayette. Il y a des rétrocommissions. C'est là où je rejoins complètement Jean-François, c'est qu'effectivement, les activités de croisière, les croisiéristes, ont des retombées économiques directes sur l'activité portuaire. Voilà. Nous, notre problème, il est sur la réalité des retombées économiques touristiques. Nous, à Stop Croisière, on partage la lecture du modèle économique de la croisière, qui est un modèle de bulle, et effectivement, qui, à notre sens, va limiter les retombées économiques sur le territoire dont on parle, et avec, pour nous, une donnée manquante assez fondamentale, qui est le pourcentage des passagers qui descendent. Sur l'emploi, ça génère en moyenne 2000 à 2500 emplois directs et indirects. Si demain, l'activité de la croisière serait révolue et qu'elle n'existerait plus à Marseille, qu'est-ce qui se passerait pour ces personnes-là, et est-ce qu'il y aurait des possibilités de reconversion professionnelle ? La question de l'emploi, elle est principale dans cette affaire parce que il est certain que les activités portuaires sont importantes pour la ville de Marseille. Je rappelle que les bassins est, c'est-à-dire la partie du grand port maritime de Marseille qui est situé à l'intérieur de la ville de Marseille, c'est 17 000 emplois aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce que c'est des emplois indirects. Quand on parle d'emplois indirects, on parle de tout et de n'importe quoi.
C'est-à-dire que moi, je veux bien que tout à coup, on me dise qu'un touriste va consommer, il va consommer dans un bar. Mais quand on m'explique qu'ensuite, il a un impact aussi sur le mec d'EDF qui fournit l'électricité au bar, il faut arrêter un moment. Donc, les seuls chiffres qu'on prend en compte à la ville de Marseille aujourd'hui, ce sont les emplois directs. Voilà. Aujourd'hui, l'un des arguments de défense de la grande croisière, de la croisière de masse, c'est de dire, mais finalement, regardez, à Barcelone, on ne représente que 3% du nombre de touristes qui sont dans la ville. Donc on n'a pas un impact si fort et on n'a pas un impact négatif si fort. Oui, donc ça veut dire que quelque part, franchement, si vous enlevez 3% de touristes à l'intérieur d'une ville, ça ne change pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, la dynamique de développement touristique de la ville de Marseille, elle est tellement importante qu'elle nous pose des problèmes quantitatifs, qu'on veut s'orienter vers un tourisme durable et un tourisme qualitatif, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train, c'est de gérer de la quantité en permanence. Je pense qu'il faut aussi distinguer 3 types de croisières. Il y a la petite croisière, il y a la croisière moyenne et il y a la croisière de masse. Moi, mon problème, et c'est un des points on pourrait dire de désaccord avec Stop Croisière, c'est que nous, on s'interroge aujourd'hui sur la croisière de masse, à la fois sur son utilité économique, sur la capacité qu'elle perdure dans le modèle qui existe aujourd'hui. La petite croisière n'a pas du tout le même impact sur la ville que la croisière moyenne. Là, on arrivera sur le discours environnemental qui est celui de l'impact environnemental de ces navires-là. Écoutez, moi, l'emploi, je suis élu à la Chambre de commerce depuis 10 ans et je vais vous dire une chose très simple, c'est que quand vous battez ce qui a été mon cas pour justement créer de l'emploi, chaque emploi compte. Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que par exemple, les taxis, quand vous discutez avec la préfecture, 30-40% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est pas moi, hein, c'est celui, et vous téléphonez au taxi, ils vous l'expliqueront, ils sont 300 ou 400 sur le terminal à peu près tous les jours. Donc voilà, et c'est vrai qu'ils ne travaillent pas qu'avec la croisière, mais ils travaillent surtout avec la croisière. Par exemple, les bagagistes, je crois qu'ils sont 50 à travailler, les dockers une quarantaine, et c'est pour ça qu'on peut sortir des croisières à 700 €. C'est le principe effectivement d'une forme de low cost, bien que quand on dépense 1000 ou 1500 €, parce qu'effectivement ils dépensent 700 pour l'achat, mais plutôt 1500 à la fin, plus le reste, c'est qu'on n'est pas dans du low cost. Mais enfin, peu importe, moi je crois qu'on est un port qui est ouvert, une ville qui est ouverte sur le monde, et si un jour on décide de ne plus recevoir de passagers à l'aéroport ou dans le port, je pense que ce sera compliqué pour la suite. Alors premièrement, nous on n'est pas à dire la croisière s'arrête demain, hop, on vire tout le monde et c'est fini. On dit on acte le principe politique dès aujourd'hui pour penser la transition. Et en fait, je trouve qu'il y a un petit problème et qui n'est pas propre à la croisière pour le coup, qui est, je pense, commun à énormément de domaines d'activité aujourd'hui. C'est que quand on vient remettre en cause un domaine d'activité, une activité du fait de ses impacts et du fait de son incompatibilité avec le monde dans lequel on est et l'urgence écologique et énergétique dans laquelle on est, on sort le joker emploi systématiquement et on dit non, il n'y a pas de débat, on ne peut pas enlever de l'emploi. On n'est pas en train de parler à la légère d'un sujet, on parle des conditions d'habitabilité de la Terre. Et c'est un énorme sujet de se dire qu'est-ce qu'on fait des emplois actuels de la croisière et comment est-ce qu'on accompagne. Mais c'est un défi, pour moi, la croisière devrait être le laboratoire de la transition. Ça devrait être un domaine sur lequel les pouvoirs publics, la région, avec la formation professionnelle, etc., travaillent avec effectivement les travailleurs du port, avec tous les parties prenantes sur qu'est-ce que c'est une transition. Mais aujourd'hui, le principe d'ouvrir ce débat n'est même pas possible au sein du GPMM. En ce qui concerne la pollution, pensez-vous que les mesures actuelles, telles que le plan Escale Zéro Fumée, qui vise à l'électrification à quai d'ici 2025, ont ou vont avoir un réel impact pour améliorer cette situation, ou la solution serait-elle de complètement arrêter les croisières ? Effectivement, le sujet de la santé, des impacts sur la santé des riverains, c'est un peu ce qui a déclenché la création du collectif. Quand on parle des émissions, il y a vraiment deux sujets bien distincts à faire. Il y en a un qui concerne la pollution de l'air et l'autre qui concerne le climat et les émissions de CO2. Donc c'est vraiment deux sujets bien distincts. Aujourd'hui, le carburant que vous avez sur un navire de croisière quand il est à quai, et qu'il n'est pas branché, c'est un carburant qui est 100 fois plus soufré que le diesel que vous mettez dans vos voitures. Donc, quoi qu'il arrive, on est sur un carburant qui est extrêmement nocif pour la santé. L'électrification des quais, ça fait partie de nos revendications pour tout ce qui est possible dans le port, sauf les croisières, parce qu'on veut les arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, électrifier les quais, comme c'est en train d'être fait pour les navires de croisière, d'une part, c'est un investissement public énorme. C'est-à-dire, on parle de 30-35 millions d'euros juste pour la région pour financer cette électrification et surtout en termes d'énergie. Parce qu'on fait comme si l'électricité, en fait, c'était quelque chose de magique, de gratuit et qu'on en avait à profusion. Il me semble que le contexte actuel nous donne une petite idée de l'enjeu énergétique et de la sobriété. À notre sens,
on a besoin aujourd'hui de sobriété, et donc l'électrification des quais, elle doit être faite pour des activités qui ont lieu de perdurer, c'est-à-dire des activités de transport de passagers et même de fret, puisqu'on ne va pas arrêter le commerce international demain. L'industrie de la croisière ne justifie pas de tels investissements. C'est la raison pour laquelle notre réponse à nous, c'est de les interdire. Et non, on ne veut pas de tels investissements pour faire tourner des patinoires en été. On a aussi un problème sur les études de santé publique, sur l'impact des différentes pollutions qui sont générées à l'intérieur d'une ville sur les habitants. On débute à peine ces études maintenant. Du point de vue des évolutions climatiques, la Méditerranée est probablement l'endroit au monde, l'un des 3 ou 4 endroits, je crois, au monde les plus touchés. Donc on a une responsabilité collective par rapport à cette espèce de mer intérieure. Et je pense que ça concerne à la fois la question des pollutions émises par ces navires et la question évidemment du réchauffement climatique et donc du CO2. La ZFE, c'est-à-dire la zone à faible émission qui concerne le centre-ville de Marseille. Progressivement, on va interdire les véhicules critères des plus polluants jusqu'à interdire pratiquement tous les véhicules, sauf ceux qui seront dans quelques années les plus vertueux. Il se trouve que cette zone, elle est en bordure du port et que tout à coup, vous créez une espèce de frontière artificielle, puisque d'un côté, vous avez le port qui appartient à l'État et de l'autre côté, vous avez la ville de Marseille qui appartient aux Marseillais, avec des règles qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas demander aux gens de faire l'effort de laisser tomber leurs voitures polluantes si on leur explique qu'à 200 mètres de chez eux, il y a des bateaux qui auront toujours le droit de crasser des fumées noires. On devrait avoir, d'ici un an, pas moins malheureusement, des données scientifiques qui vont permettre de mesurer un peu mieux les niveaux de pollution. En attendant, il y a un principe qui existe, le principe de précaution. Et de ce point de vue-là, nous continuerons à réclamer au cœur de l'été, au moment où il y a des taux de pollution extrêmement importants sur Marseille, nous demanderons au préfet, et en principe, je pense qu'il nous le refusera, l'interdiction d'entrée de bateaux additionnels de croisière à l'intérieur du port de Marseille. C'est pour répondre à cette question-là que nous préparons effectivement avec des avocats qui nous accompagnent le dépôt d'une plainte contre X pour atteinte à la santé. Le but de cette plainte, c'est de mettre en mouvement l'action publique. C'est-à-dire que c'est une manière de déclencher les moyens juridiques et des études qui soient commanditées pour objectiver ces données-là, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on manque de données là-dessus. Moi, je suis équipé de ce capteur en permanence depuis quelques semaines, parce que je pense qu'il faut mettre un peu de science, et je vous donnerai d'ailleurs les résultats pour la salle, et je pense que ils sont bien meilleurs bien plus mauvais d'ailleurs que ceux qu'on peut vivre sur le terminal de croisière ou à l'Estac, puisque je me balade à Fos-sur-Mer, chez Arcelor ou partout avec, et j'ai effectivement beaucoup de statistiques. Pour ceux qui auront l'opportunité de les acheter, il y a beaucoup de gens, on a équipé des voisins de l'Estac, loin de moi de nier l'impact des énergies fossiles sur la santé humaine. On meurt de l'air intérieur à 92% et à 8% de l'air extérieur dans toutes les statistiques. La seule chose qui me gêne ici, c'est qu'on puisse faire croire à des gens qui sont en train de mourir pour certaines raisons ou pas. Ce qui est certain, c'est que les énergies fossiles ont un impact, et particulièrement les SOx et les NOx, on le sait, les particules. Les seuls, je pèse bien mes mots, qui aujourd'hui ont les moyens de leurs ambitions pour être avec les premiers bateaux en zéro émission, comme Ponant, que M. Lardit a cité, ce sera 2025. C'est les seuls qui ont ces technologies-là, parce que effectivement, sur un bateau, contrairement aux avions, par exemple, je vous rappelle 27 000 avions qui tournent, pour vous donner une ordre d'idée, et plutôt 30 000 à la fin de l'année prochaine. Et il est évident qu'aujourd'hui, habiter dans une grande ville comme Marseille ou en Ardèche ou ailleurs, c'est sans doute pas la même chose sur l'espérance de vie, il n'y a aucun doute. Ce qui est certain, c'est qu'on a le potentiel de connecter les bateaux. Juste pour vous dire, 5% des escales, les escales de croisière, qu'on ne se trompe pas dans le port de Marseille, 420 paquebots de croisière sur 80 000 bateaux. J'attire votre attention sur une chose, c'est que depuis le début, dans votre argumentaire, M. Suaz, je retrouve quelque chose assez souvent. C'est en fait quand on attaque la croisière, vous nous envoyez ailleurs. La question c'est, la croisière est-elle une activité essentielle et a-t-elle des impacts? En l'occurrence, si elle en a, c'est suffisant pour nous pour l'attaquer. Juste quand même, Jean-François, il ne faut pas exagérer quand même. 5% des escales, on sait bien que pour la problématique des bateaux de croisière, pour nous, des bateaux géants en particulier, elle se situe au cœur de l'été, quand il y en a 6 ou 7 dans le port, et qu'il y a une concentration de pollution. Donc cet été, on a eu 3 alertes, je crois que c'est la première fois qu'on a eu 3 périodes d'alerte pollution. Une fois de plus, on a besoin d'objectiver les choses. Nous, on souhaite appliquer une forme de principe de précaution. Les efforts réalisés par la croisière, les efforts réalisés par le milieu portuaire et le milieu maritime sont incontestables.
Aujourd'hui, les questions qui se posent à Marseille se posent dans de très nombreux ports dans le monde. Si je vous fais la liste des réglementations prises par les autorités dans un certain nombre de villes dans le monde, elles sont extrêmement importantes. Ce n'est pas un hasard si les bateaux de croisière sont tous rejetés un petit peu plus loin sur la Méditerranée. Le phénomène du tourisme de masse est un phénomène aujourd'hui catastrophique, qui détruit des villes. Rendons-nous compte de cet impact-là et surtout, n'opposons pas le tourisme de masse à un phénomène social. Tout le monde a le droit, l'exemple qui était donné tout à l'heure, de prendre son sac à dos et d'aller se balader pour passer d'excellentes vacances. Alors moi, quand je serai à la retraite, je serai contre la croisière, vous avez bien compris, quand j'en vivrai plus, parce que c'est ça le nœud du problème, je crois. Non, je plaisante, mais qu'à moitié. Mais aujourd'hui, le tourisme de masse, il est peut-être sur le paquebot, ça j'en conviens, mais visiblement, quand ils sont à 5000, ils sont contents d'y aller. On ne peut pas comparer Dubrovnik, par exemple, qui est une ville de 8000 habitants, qui a effectivement contrôlé les croisières, parce que c'est comme si nous, on amenait 850 000 personnes, 870 000 dans Marseille. Donc si vous regardez le bilan de quelqu'un qui voyage en voiture ou en camping-car, et vous vous rendez compte qu'évidemment, il consomme beaucoup plus d'énergie que sur ces bateaux-là. Par contre, vous avez tout à fait raison. Et si j'ai le camping-car en bas de chez moi, sous mon nez, je serais peut-être un peu moins content. Donc je partage une grande partie de vos préoccupations. Après, on est un port depuis des milliers d'années. Vous le voyez, il y a 700 000 Français qui font des croisières. Je pense que si on offrait un peu plus, ils le feraient. Parce que les gens auront toujours envie de découvrir une terre lointaine ou les calanques de Marseille. Le monde va changer. Mais je ne crois pas qu'il va beaucoup changer parce qu'on aura les énergies nécessaires pour... Alors à 9 milliards, c'est un peu plus compliqué qu'à 6. Et c'est là encore un peu plus qu'à 2. Ça, c'est mon point de vue aussi. Donc il y a la démographie. Donc il faut prendre un peu tous les... Mais aller expliquer aux Indiens, aux Chinois, même aux Français, qu'ils vont rester chez eux et prendre un sac à dos tous les week-ends pour les vacances, je vous laisse le soin de le faire. Alors, sur la question du tourisme de masse, effectivement, nous, on considère que ce n'est pas vraiment a priori l'avenir du tourisme demain. On a envie de croire qu'il y a d'autres manières de faire du tourisme et d'autres manières de voyager. Donc, on n'est pas en train de fermer les frontières, ce n'est pas trop l'esprit de Stop Croisière. Il faut reconnaître une chose, c'est que la croisière a réussi, enfin l'industrie de la croisière a réussi à créer un imaginaire, ça c'est vrai. C'est-à-dire vous avez réussi à créer un marché, c'est indéniable. Maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est quelque chose qui peut être retourné. Donc, pour revenir sur la question des gros et des petits bateaux, on a justement fait le choix de ne pas introduire cette distinction qui serait en fait une distinction pour dire, en gros, les riches peuvent faire des croisières et les pauvres non. Nous, il y a une question aussi d'acceptabilité dans les positions qu'on porte. Et effectivement, on a choisi cette position totale sur l'interdiction de toutes les croisières. Parce qu'encore une fois, on considère que l'impact négatif qui est amené par ces croisières-là, qu'elles soient grandes ou petites, est trop important par rapport au monde dans lequel on est. Je vais quand même rappeler une donnée, je crois qu'on n'a pas citée, c'est que grosso modo, une croisière d'une semaine, c'est 2 tonnes de CO2 par personne. 2 tonnes de CO2, c'est notre capital carbone qu'on est censé avoir sur une année si on veut respecter les accords de Paris. Pourquoi est-ce qu'on s'est mobilisé sur les croisières à Marseille? C'est parce qu'en fait, c'est un seul sujet qui réunit un nombre incalculable de problématiques et qui les cristallise sur un objet qui est sous nos yeux. Les jeunes, j'espère que vous avez un peu une sensibilité sur le monde dans lequel vous êtes et l'avenir qui va être le nôtre. On se demande par où commencer. Nous, on s'est dit, en fait, on va commencer par un truc qui est tellement évident et tellement sous nos yeux et qui cristallise tout qu'on va s'attaquer à ça. Sincèrement, moi, ce que je suis très surpris, c'est 2 tonnes, par exemple, c'est juste un aller-retour sur New York. Donc, il y en a des, je crois, je vais vous donner le chiffre à peu près. Et par contre, une fois que vous êtes à New York, il faut continuer à vivre. Sur le bateau, au moins, pour les 2 tonnes, c'est une semaine. Mais bon, après, visiter un bateau, sincèrement. Et vous allez aller voir ces gens-là et leur dire, pas très bien ce que vous faites, tout ça. Mais voilà, c'est ça qu'il faut quand même comprendre. Ils sont responsables de rien. Donc, vous avez choisi un symbole politique et tant mieux. Ces gens-là, quand ils sont sur le bateau, ils ne consomment plus chez eux. Ils consommeront moins sur le bateau. Alors vous allez toujours me dire, mais monsieur Suaz, ne le foutez pas sous mon nez. Et ça, je l'entends. Jean-François Suaz a raison de dire que c'est relativement peu, sauf qu'ils débarquent tous le même jour dans les 48 bus. Je pense que les études qu'on va faire vont sans doute nous confirmer qu'à certains moments dans Marseille, plus de la moitié des bus de tourisme sont issus des croisières. Et que donc le blocage de Notre-Dame-de-la-Garde, le blocage d'un certain nombre de points chauds de Marseille, ce tourisme de masse, il pose un problème par rapport à ça. Et j'ai expliqué aussi la position de l'État qui pour nous est un petit peu particulière parce qu'on considère, à juste titre, il me semble, que l'État devrait défendre des sujets comme la santé publique avant de défendre celui de l'économie. Et c'est toujours difficile d'ailleurs de mettre les deux sur un même plan. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat. On va clore ce débat ici. On va passer à une seconde partie de cette conférence. On va maintenant plutôt s'adresser au public et on aimerait bien savoir si vous avez des questions à nos 3 intervenants. Merci Stéphane Copé, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.
Heureusement que Stop Croisière existe, j'allais dire, d'une part, parce qu'effectivement, on a connu historiquement le décollage de la croisière par Jacques Truot donc à Marseille il y a quelques années. Et personne ne voyait, n'imaginait, n'identifiait la question énergétique, la question environnementale qu'il y avait derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que ce soit plus que contrebalancé quelque part par vous, c'est une bonne chose. Je voudrais rappeler quand même que CFNE, qui, grâce à un reportage sur France 3 et en 2017, a réussi à sensibiliser quand même une bonne partie de la population, et puis les professionnels, je crois, aux questions environnementales. On est avant tout une fédération d'associations avec des associations locales, dont les associations sur le nord de Marseille et puis les CIQ. Si on leur dit demain matin, bah oui, mais il n'y aura plus de croisière peut-être bientôt, donc du coup on ne va pas équiper les quais et puis on va continuer à polluer, alors je pense qu'ils n'apprécieront pas du tout, et c'est là un petit peu notre divergence de vue, en disant à la fois on peut être d'accord sur les objectifs à terme. Est-ce que pour autant il faut se dire on bloque aujourd'hui la protection quelque part de la population en termes de santé? Et là où on se rejoint, c'est par contre la décision qui doit être prise dès aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait en 2025. En 2025, à supposer, on a effectivement 2 quais équipés pour une navire de croisière. On aura, je l'espère, les chantiers navals également équipés. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres bateaux en 2025? Et ça, il faut leur dire dès maintenant. Les bateaux s'y tournent et ils tournent sur l'ensemble d'un certain nombre de villes méditerranéennes et ailleurs. Donc c'est bien des décisions qui sont à prendre à une échelle qui est beaucoup plus large et donc forcément sur un calendrier qui est un tout petit peu plus large aussi. Donc effectivement, arrêtons de faire croire qu'on pourra continuer à construire des navires et annonçons dès aujourd'hui la couleur pour ce qui concerne Marseille. C'est qu'il y aura 2 postes à quai équipés et que les navires qui ne sont pas équipés ou qui ne sont pas au GNL, entre autres, par exemple, ils ne seront pas les bienvenus. Et je crois qu'il faut qu'on soit très très clair. Et aujourd'hui, je n'entends pas du tout ce message-là sur les radios. Le principe, c'est d'acter politiquement la fin de la croisière dès aujourd'hui pour penser la transition. Si la transition, ça doit être pas de croisière en dehors des 2 postes à quai dans un premier temps, pourquoi pas ? Mais en tous les cas, il y a besoin d'acter politiquement dès aujourd'hui parce que ça va être un travail de reconversion qui va être extrêmement long et extrêmement compliqué. Il y a 2 sujets qu'on n'a absolument pas abordés. C'est le sujet fiscal, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le cas des croisières face à des champions de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale. Le deuxième sujet, c'est la dégradation des écosystèmes marins, et notamment du fait de quelque chose qu'on appelle les laveurs de fumée, les scrubbers. Voilà. C'est en fait une stratégie des armateurs pour contourner l'évolution de la législation sur les émissions de polluants dans l'air. C'est-à-dire en fait, on avait des carburants qui étaient extrêmement polluants, et en fait les laveurs de fumée, on injecte de l'eau de mer pour faire filtre sur une partie des émissions, sauf qu'en fait dans 80% des cas, on rejette ces polluants directement dans la mer. Et on est en lien notamment avec des chercheurs de l'université de Göteborg qui ont un peu un retour d'expérience sur les zones et les régulations qui ont été mises en place dans la mer Baltique. Et en fait, les conclusions d'études, qu'en fait, on a eu une explosion de la pollution, notamment aux métaux lourds et aux résidus issus de ces scrubbers, de ces laveurs de fumée en mer Baltique, alors même que là-bas, ils ont les législations qui vont s'appliquer seulement maintenant en Méditerranée, ils les ont en place depuis 2015. On nous dit « Ah, mais regardez, on fait moins de pollution dans l'air », en fait, on la transfère dans la mer. Donc voilà, c'est aussi pour souligner un petit peu les stratégies des armateurs sur ce point-là. Il n'y a pas que les croisières, c'est l'ensemble du secteur maritime. Nous sommes en train de constituer un réseau qui s'appelle ECAN. C'est le European Cruise Activist Network, le ECAN. Donc c'est effectivement un réseau européen d'activistes dans les villes que vous avez citées, Barcelone, Palma de Majorque, Venise, Gênes, Ajaccio, etc. etc. Bonjour, je fais partie des emplois directs à 100% qui dépendent de la croisière. Vous êtes terrifié par le réchauffement climatique, et pour de très bonnes raisons, moi aussi je le suis, hein. Et je comprends même votre démarche. Vous, devant cette peur-là, ça doit vous rendre certainement complètement fou d'imaginer qu'on continue à faire des choses qui ne sont pas parfaitement utiles, qui continuent à aggraver la situation et qui nous mènent à la catastrophe. Sauf que, en même temps que je comprends votre démarche, vous me faites extraordinairement peur. Si on vous suit, on tombe dans une dystopie totalitaire à terme et qui me terrifie autant que le réchauffement climatique. Et on peut trouver en effet des manières de faire en sorte que ces modalités de vacances deviennent responsables. Et comme, je l'espère, on continuera avec du tourisme de masse, parce qu'on ne pourra jamais donner le droit à tout le monde de partir en vacances si on ne fait pas de tourisme de masse, la croisière est le tourisme, la forme de tourisme de masse qui est, à mon sens, celle qui a le moins d'impact. Merci pour toutes les interactions et les échanges, c'est très intéressant. Certains scientifiques, dont Wolfgang Kramer, ont dit clairement, donc il est membre du GIEC, il a co-rédigé une partie du dernier rapport du GIEC, il a dit le système économique des croisières écologiques n'est pas compatible avec un monde vivable. On va se casser la figure, quoi qu'il arrive, on va se casser la figure, on en est certain. Est-ce que maintenant on planifie la sortie pour que tout le monde s'en sorte le mieux possible, ou est-ce qu'on fait genre
pas vu, pas pris. Et les emplois qu'on défend si ardemment, eh ben, ils vont tomber du jour au lendemain sans qu'on ait pu le faire grand-chose. Ma question, c'est de se dire, est-ce que vous n'aimez pas suffisamment les emplois pour planifier la sortie parce qu'on sait que ça va casser? C'est d'une grande complexité, une très très grande complexité. Sincèrement, les enjeux, je n'arrive pas à comprendre que sur 400 bateaux, on ne parle pas des 80 000 autres, on ne parle pas des 27 000, 27 000 avions, etc. C'est ça que je ne comprends pas dans vos raisonnements. Le CO2 loisir, c'est vrai que bon, il existe partout, quoi. Sincèrement, les gens qui vont boire, qui vont manger au resto le soir, est-ce que c'est du loisir parce qu'ils prennent leur voiture? Et j'ai pas beaucoup de réponses à vous donner, mais sincèrement, arrêtez les bateaux de croisière. Moi, ça s'arrête bientôt pour moi, donc ça ne me gênera pas beaucoup. Je plaisante mais qu'à moitié, mais c'est vrai que évidemment qu'on peut reconvertir des milliers d'emplois, sauf que les gens ne retrouvent jamais un emploi. Ça, mettez-vous le bien en tête. Soit par eux-mêmes, ils se retrouvent un, mais les moyens de l'État ou du reste, quand vous avez 50 balais, quand vous du travail, vous verrez que c'est terrible, quoi. Je pense qu'on peut applaudir tout d'abord les 3 intervenants de ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un débat enrichissant, passionnant. À ce titre, j'aimerais encore faire un petit peu de promotion pour notre site internet chicane-lemac.fr où je vous invite à lire l'ensemble des articles de la rédaction. Merci beaucoup et bonne soirée et bonne fête de fin d'année.